Où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Je vous emmène ici, là, regardez. Ça, c'est un grand immeuble. Derrière, il y a la Seine. On est devant chez DxOMark avec des équipes, avec Aurélie et Olivier, coucou. Et aujourd'hui, on va venir parler de leur protocole de test batterie. On va regarder comment ça marche, on va regarder ce que c'est. Et ça, il fait chaud. C'est super intéressant de parler protocole de test batterie. Ça permet de comprendre qu'est-ce qui est intéressant dans la batterie d'un smartphone. Et voilà que le soleil arrive. Qu'est-ce qu'on vient de noter? Quels sont les points importants pour vous, les consommateurs? Et vous allez voir, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et vous avez quasiment tout l'immeuble, en fait. Hein. Vous êtes partout, rez-de-chaussée et essai. Moi, je dis bravo. Et je vous ai fait louper l'ascenseur. Si on veut expliquer DxOMark, en fait, vous testez les appareils, vous testez les batteries, vous testez plein de choses, en fait. Chez DxOMark, on est des experts de l'évaluation de la qualité des produits d'électronique grand public. Donc toi Aurélie, c'est quoi ton job chez DxOMark? Alors moi je suis directrice product marketing chez DxOMark. C'est cool d'être directrice. Ouais, c'est cool. Moi j'ai jamais été directeur de rien. Bon alors vous faites quoi? Qu'on comprenne. Donc vous testez, vous avez des protocoles de test en fait. Nous en fait on a deux parties chez DxOMark. Une première qui est de concevoir, de fabriquer, de commercialiser des laboratoires de test. Donc qui vont équiper des fabricants par exemple de smartphones pour pouvoir aller améliorer la qualité de leurs produits. Et après on a une deuxième facette qui est celle d'élaborer des protocoles de test pour pouvoir évaluer finement la qualité des smartphones par exemple. Mais on n'évalue pas que des smartphones chez DxOMark. Ok, cool. Aurélie, comment est-ce que vous l'avez constitué votre protocole de test? On est reparti de l'utilisateur en fait. Aujourd'hui, quand un utilisateur est un minimum intéressé par la batterie et qui veut s'acheter un nouveau smartphone, il a finalement très peu d'informations à sa disposition pour pouvoir faire les bons choix. Tu sais qu'en fait, un smartphone, il a une batterie, je sais pas, de 5000 mAh, 6000 mAh. Ouais, on a ça. Mais ça, c'est un nombre, c'est une spécification et au final, plusieurs produits avec la même capacité de batterie vont pas du tout donner la même autonomie. Donc nous, ce qu'on souhaite via notre protocole de test, c'est d'avoir une dimension d'autonomie, une dimension aussi de temps de charge pour pouvoir donner des bons éléments aux consommateurs pour pouvoir faire les bons choix et avoir un produit qui leur corresponde réellement. Ok, donc là, tu es là pour les guider. Ouais, on est là pour les guider, pour leur donner ces informations et pour qu'ils puissent faire le bon choix. Ok, cool. Donc, on va regarder plusieurs endroits, on va essayer de comprendre les protocoles de test, voir comment ça marche. Tiens, Olivier, viens, je vais mettre à côté de moi. Vous avez travaillé ensemble avec Aurélie pour mettre en place ces protocoles de test. Comment ça a fonctionné en fait? Comment ça se fabrique un protocole de test comme ça? Ouais, alors moi je suis l'ingénieur des services. Aurélie, t'as raconté, c'est la directrice. Directrice produit. La directrice qui a. Effectivement, on a travaillé à deux. Chez DxOMark, c'est toujours la même stratégie. On commence par bien comprendre les besoins de l'utilisateur, ses attentes, ses problèmes, ses difficultés. Mais t'es consommateur, également. toi, donc c'est facile aussi. Tu es consommateur au niveau de la batterie. Tu sais ce que c'est qu'avoir une batterie qui tombe en rade. Tu sais ce que c'est qu'avoir une charge qui avance pas. Tu sais ce que c'est qu'avoir un smartphone où tu te dis mais c'est pas possible, ça va jamais tenir. Tout ça, tu connais. Oui, alors tout ça je connais. Maintenant, se mettre dans la peau des gens qui sont pas dans le métier, des gens qui doivent découvrir, c'est plus compliqué. Ce qu'on a remarqué par exemple, c'est très simple, quand tu t'intéresses à l'achat d'un téléphone et que tu regardes, on te livre une tonne de specs. Alors il y a des mégapixels pour les caméras, il y a des milliampères-heure pour la batterie, des watts. Tout ça c'est compliqué. Nous on essaie d'évaluer ça de manière simple et de transcrire ça en chiffres que tout le monde comprend. Et ça c'est beau. Donc en fait ici on a combien d'espace? Là on a un oscilloscope à côté. On a combien d'espace qu'on va venir regarder pour essayer de comprendre vos protocoles de test? Alors mes protocoles de test, j'ai 3 espaces dans lesquels je mesure l'expérience utilisateur. Ici c'est un petit labo où il y a juste l'oscilloscope, je vais regarder tout ce qui a trait à la charge. On va aller tout de suite dans un labo un peu plus impressionnant qui s'appelle une cage de Faraday, dans laquelle je fais des tests d'autonomie. Mais les tests d'autonomie que je fais dans ma cage de Faraday, le mobile il bouge pas, donc je complète ces tests avec des tests en mobilité à l'extérieur, qui est aussi dans la rue, mon en fait, labo. Voilà. Ouais, ok. Pas mal comme labo ça. Ouais, ça va. Voilà. Et donc en mobilité, je teste les usages de tout le monde en mobilité. On passe des appels, on fait de la navigation GPS, on prend des photos et des vidéos, et puis on continue d'être accro à ces réseaux sociaux. Ok, bon allez, on y va. Montre-moi. Allez, en route. Le premier plan de test qui va composer notre analyse de l'autonomie, ça va être le plan qu'on appelle le scénario d'usage type. Donc ça se passe dans une cage de Faraday. C'est quoi une cage de Faraday pour rappeler en fait? Une cage de Faraday, en fait, c'est une cage qui va être constituée de métal qui va complètement nous isoler en fait des réseaux extérieurs. D'accord, donc il n'y a rien qui passe là-dedans. Tout ce qui est à l'intérieur est complètement opaque et ça communique pas avec l'extérieur. Ça communique pas avec l'extérieur. La seule chose qu'on va faire ici pour bien contrôler les conditions, en fait, c'est qu'on a un réseau qui va être diffusé dans la cage et c'est uniquement ce réseau qui va être diffusé dans la cage. T'as ton propre réseau mobile en fait. Voilà. C'est la classe ça. C'est la classe. C'est la classe, faut le dire. Ok, vas-y, fais voir. C'est impressionnant comme porte. Ça pèse une tonne ton truc. Ok, ah ouais, pas mal. On a de la lumière. Ok, donc là c'est les robots. Ouais, donc là on est dans la cage de Faraday. Donc ici on va retrouver le diffuseur de réseau dans la cage et on va retrouver nos robots en fait. Donc nos robots essentiellement ici ils vont effectuer un scénario d'usage
type. Donc c'est-à-dire qu'ils vont reproduire en fait un scénario d'usage pendant 4 heures par jour. Donc ici c'est la cage de Faraday. Si on regarde bien, là il y a Olivier, là il y a Aurélie, elle se cache. Là il y a un robot. Les robots il y en a 4. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et ici en fait avec les robots on va faire des tests. Olivier tu m'expliques, attends bouge pas, je prends la cam, tu m'expliques les tests, comment ça se passe ici en fait. Alors ce qu'on a essayé de reproduire ici c'est un scénario d'usage type. Un scénario d'usage type c'est les usages moyens constatés à travers le monde des utilisateurs de smartphones. Okay. Là en moyenne un utilisateur va avoir son téléphone allumé 4 heures par jour. Alors certains vont bien sûr utiliser le smartphone davantage, d'autres moins. C'est un usage moyen constaté. C'est un scénario qui va reproduire une journée type. Et tu vois, ici on a des lumières, ça va reproduire les conditions lumineuses que tu vas rencontrer au cours de la journée avec une intensité un peu douce le matin et le soir. Et au contraire, autour de l'heure du déjeuner, une luminosité très violente. Les mobiles sont testés en mode usine par défaut. Okay. Et donc ils vont devoir adapter la luminosité de l'écran à ces conditions lumineuses que tu vas rencontrer dans la journée. Ici le donc robot là, ça veut dire que ton robot il simule ton doigt en fait. Exactement. On a choisi la solution du robot parce que le robot peut utiliser le téléphone comme toi et moi. Ce n'est pas une suite logicielle qui va faire des tests, c'est un vrai doigt qui fait des clics, qui fait des swipes. Donc ici, tu le vois en train de regarder les news. Voilà. Il y a un scénario qui commence à 7 h du matin. Okay. Il y a des activités, je check les news de mes mails. Ensuite, un peu plus loin dans la journée, je fais autre chose. Jusqu'à en soirée, j'ai beaucoup plus de temps. Je fais énormément je regarde des vidéos, je fais plein de choses. Il se passe une nuit et le lendemain matin, la même routine recommence exactement. Tant que le smartphone, bien sûr, a encore de la batterie. Okay. Évidemment. Alors, tu peux regarder un truc, tu vois, pour les réveiller, on a un petit bouton poussoir parce qu'il faut quand même réveiller en tapant sur le bouton. Et puis, tu as l'impression qu'il est branché. En fait, il est branché à une prise qui s'est éteinte au moment du début de la campagne. Ok. Voilà. Ah, ok, ça marche. Donc là, en fait, tu gères l'alimentation sur ta prise ici. En fait, la totalité du labo est pilotée, en fait. Okay. Et donc, les prises sont déconnectées à distance dans un scénario qui est absolument robuste et qui nous permet de tester exactement de la même manière un téléphone Android, un téléphone HarmonyOS, un téléphone iOS. On peut aussi mesurer exactement de la même manière un téléphone Apple. D'accord. Donc ici, tu viens faire le test. Donc ton robot, il réplique ta journée, il fait ta journée et il continue avec différentes conditions de luminosité avec un réseau qui est complètement autonome jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça, exactement. Et à la fin de ce test, qui peut durer 2 jours, 3 jours, certains mobiles vont même attaquer une 4e journée. Ah ouais. À la fin de ce test, j'ai en fait pour une charge complète l'autonomie que tu peux espérer dans un usage type. Alors les smartphones, ils sont posés sur un robot. Forcément, c'est pas exactement l'usage qu'on en a. On bouge aussi. Et donc c'est pour ça que je complète avec des tests en mobilité où je vais me concentrer sur la mesure des autonomies que tu peux espérer dans des cas d'usage en mobilité, la prise de photos vidéo, la navigation GPS, etc. Ça, ce sont mes 2 premiers plans de test qui vont aller mesurer une autonomie type, aller mesurer une autonomie par usage en mobilité. J'ai ensuite un autre plan de test où je reviens dans la cage, je remets les smartphones sur les robots et cette fois-ci, je vais aller calibrer, donc ne plus être dans les réglages d'usine par défaut, je vais aller calibrer la luminosité, le niveau audio et je vais aller figer tout le monde à 60 Hz pour les téléphones qui peuvent aller jusqu'à plus que 60 Hz. Je vais les figer tous sur des conditions qui sont similaires et je vais les évaluer sur un pied d'égalité dans à peu près la totalité des usages possibles d'un smartphone. Ça peut être le streaming audio, le streaming vidéo en Wi-Fi. Tu testes tout quoi. En 4G, même le playback. Je teste tous les usages possibles avec son smartphone pour ici aussi estimer l'autonomie qu'on peut espérer pour chacun de ces cas d'usage. Tu me dis, tu arrives avec des autonomies jusqu'à 4 jours. Moi, j'ai jamais vu un smartphone qui durait 4 jours. Jamais. Tu tiens 2 jours avec des smartphones, des fois moins, mais tu vas jamais à 4 jours. Quand quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si, c'est possible. Tu dois utiliser le téléphone plus que 4 heures par jour, toi. Je suis c'est parce que tes robots, ils l'utilisent que 4 heures par jour. C'est ça, exactement. Mais oui, forcément, moi, j'ai un usage différent de toi. Ma fille, je t'en parle pas. Mais qui l'utilise 4 heures par jour, son smartphone? C'est-à-dire, quand tu fais un protocole de test comme ça, tu fais un protocole de test pour, j'imagine, un usage moyen pour monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde veut utiliser son smartphone 4 heures par jour aujourd'hui? Eh bien, écoute, c'est la moyenne dans le monde. Dans le monde. Voilà. Par contre, comme j'ai mesuré de manière fine et précise la totalité des autonomies que tu peux espérer avec un smartphone, je suis aussi capable de reconstruire des profils différents. On a par exemple sur les revues d'un smartphone d'Exomark, tu peux aller voir les autonomies dans un usage léger. Quelqu'un qui, par exemple, travaille sur ordinateur toute la journée sans toucher son téléphone. Et donc, un usage léger chez Exomark, c'est 2h30 d'usage par jour. L'usage modéré, on l'a dit, c'est constaté dans le monde par des études, c'est 4 heures. Et il y a des usages intenses, c'est jusqu'à 7 heures d'usage. Et quand on donne ces autonomies, voilà, on espère qu'en usage intense, tu passes au moins la journée. C'est pas le cas de tous les devices. Certains mobiles en usage intense passent 2 jours. Voilà. C'est-à-dire qu'on est des mauvais en France, on utilise beaucoup nos smartphones en fait. Et bien, par rapport à une moyenne mondiale qui est de 4 heures par jour, on est à beaucoup plus nous. Eh bien, je ne pense pas. Je crois qu'en France, on est exactement dans la moyenne. Il y a des pays où la moyenne est bien plus élevée, principalement des pays comme l'Inde ou l'Amérique latine. C'est souvent parce que dans ces pays, il y a moins d'ordinateurs et donc l'accès Internet est quasiment exclusivement sur le smartphone. Et donc les usages montent jusqu'à 7 heures. C'est pour ça que le profil intense, il est à 7 heures. Ok, j'ai compris.
Ok, donc je vous ai expliqué donc le scénario d'usage type, complété par de la mobilité, et puis ensuite encore des tests en calibré dans la cage de Faraday. J'ai bien sûr un oscilloscope pour qualifier la charge, et ça, ce sont mes 4 plans de test. Au total, en nombre d'heures de test, de charge, de décharge, ça peut monter jusqu'à 150 heures pour les mobiles les plus performants. Alors les plus performants en autonomie, les moins performants en temps de charge, je peux avoir jusqu'à 150 heures de test par device que je mesure, par mobile que je mesure. Voilà, ces 4 plans de test vont ensuite me constituer un score global, et ça, je vais aller dans les détails avec toi. Et donc ici, là, tu vas venir tester tout ce qui va être chargeur, câble, grâce à ton oscilloscope. C'est exactement ça. Donc j'ai mon chargeur, je vais mesurer l'expérience de l'utilisateur, donc je vais mesurer le chargeur qui est fourni dans la boîte. S'il n'est pas fourni dans la boîte, je vais aller sur le site du fabricant, acheter le chargeur qui est recommandé pour pouvoir essayer de mesurer la meilleure expérience possible entre le chargeur et le smartphone. Donc là, je vais bien sûr mesurer une charge complète, d'une batterie complètement éteinte jusqu'à 100%. Je vais aussi aller mesurer à différents états de la batterie, à 20%, 40%, 60%. Je vais essayer de voir en 5 minutes combien d'autonomie tu récupères. Je vais tester également la charge sans fil, parce qu'elle est moins rapide, elle est moins efficace, mais elle est bien pratique quand même. Et ça, tu le fais ici à travers. En fait, je comprends pas. Ça, tu le branches, c'est branché là. L'oscilloscope, il récupère le signal électrique et lui, il va te dire. C'est ça en fait. Ouais. Alors, si tu regardes bien, ça vient du mur. Ouais. Ici, j'ai une prise un peu bizarre. En fait, cette prise, c'est une sonde qui va mesurer la tension. Et là, tu vois, j'ai une pince qui est sur la phase là, qui va aller mesurer le courant. Et donc, sonde de tension, sonde de courant, je multiplie, j'ai la consommation d'une charge mesurée dans la prise du mur. Je peux également aussi aller brancher des instruments entre le boîtier et le smartphone. Donc là, on est cette fois-ci dans du courant continu. Je sais pas si tu te souviens de tes notions d'électricité, mais vachement, c'était il y a 30 ans. Avant le bloc chargeur, on est sur le courant alternatif délivré par ton distributeur d'électricité. Après le bloc chargeur, on est en courant continu. Ce courant continu, je peux également le mesurer, ce qui me permet de connaître l'efficacité du boîtier. D'accord. Il ne retransmet pas toute l'énergie qu'il consomme parce qu'il chauffe aussi un petit peu, et ça veut dire une déperdition d'énergie. Et tout ça, on vous en parle, on vous l'explique dans une vidéo où on vous parle effectivement de la charge, tout ce qu'il faut savoir, les bonnes pratiques, les chargeurs, est-ce qu'il faut utiliser le bon chargeur, quel chargeur, essayer ça. Le lien est dans la description, allez voir, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc là, ton robot, il te sert à quoi en fait? Celui-là, il te sert à calibrer et en fait à découvrir un smartphone et à le calibrer pour le test. Alors c'est ça, c'est-à-dire que le robot, par défaut, il connaît pas ton téléphone. Il a ici sa caméra de computer vision qui lui permet de reconnaître les icônes, mais on lui a pas appris la totalité des interfaces utilisateurs qui peuvent exister entre un Apple ou un Samsung ou un Oppo ou un Xiaomi. Le design de l'icône qui permet de lancer un appel peut changer. Et c'est ici qu'on va apprendre au robot à utiliser un smartphone. C'est ici qu'on va lui apprendre à rentrer, à débloquer l'écran, à sélectionner la totalité des icônes dont on a besoin pour nos tests, à revenir en arrière avec des swipes, avec des taps. Ça dépend de l'interface utilisateur qui est implémentée sur le smartphone. Et donc c'est ici qu'il découvre les nouveaux téléphones. Alors si c'est le petit frère d'un mobile qu'on a déjà testé, ça peut aller très très vite parce qu'en fait ça va marcher pareil, il va tout reconnaître, ça peut prendre 20-30 minutes. Si c'est un modèle qui est tout nouveau, ça peut nous prendre jusqu'à une demi-journée d'aller configurer et d'apprendre un nouveau téléphone. C'est aussi ici qu'on va aller... Est-ce que vous pensez qu'on est écouté? Est-ce que vous pensez qu'on est écouté? J'en ai peur, j'en ai peur. C'est aussi sur ce robot qu'on appelle le robot dev, c'est là-dessus aussi qu'on va aller développer les nouveaux cas de test, qu'on va aller développer les nouvelles features qui basculeront en test dans une mise à jour prochaine du protocole de test des smartphones. Ok. Alors, que je comprenne bien, vous allez mesurer ce qu'on appellera l'autonomie. C'est le premier point. C'est ça. J'ai à peu près 3 plans de test qui vont mesurer des centaines d'heures de test. J'ai compris. 30 mesures. C'est beaucoup. Ensuite, on mesure la charge. J'ai l'impression d'être prof à la fac. On est d'accord? C'est ça. Ok. Là, le troisième, et là tu me perds un peu, c'est ce qu'on va appeler l'efficacité. L'efficacité, voilà. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Autant l'autonomie, on arrive bien à voir. L'efficacité, on la mesure sur 2 critères. L'efficacité d'une charge et l'efficacité en usage. Alors, l'efficacité d'une charge, la batterie, elle a une capacité d'énergie, mettons 20 Wh. Et l'efficacité de la charge, c'est combien je dois tirer dans la prise pour remplir ces 20 Wh. Bah, si c'est 25, si je sais encore compter, 20 Wh divisé par 25 Wh, ça me fait une efficacité de 80%. Trop de maths. Alors, ça veut dire qu'en fait, si je comprends, si j'ai un smartphone qui a une batterie de 5000 mAh, j'en mets deux en face, un qui a une batterie de 5000, un qui a une batterie de 5000. Oui. Ils ont tous les deux la même taille de batterie. Il y en a un qui a une charge rapide, l'autre qui n'a pas de charge rapide au niveau du score global. Celui qui a la même batterie de 5000, qui a la charge rapide, il aura un meilleur score. Mais si j'en ai un qui a une plus petite batterie,
batterie qui a la même charge rapide. Alors ça, c'est l'efficacité en usage. En usage. Ouais, alors l'efficacité en usage, qu'est-ce qu'on mesure? C'est ça, exactement ça. C'est-à-dire qu'avec, si j'ai une autonomie de 2 jours, c'est bien. Ouais. Avec 5000, c'est bien. Je suis content d'avoir 2 jours d'autonomie. Si un mobile avec 3500 mAh, il n'est pas à 5000, il est à 3500, il propose également 2 jours d'autonomie, ouais. c'est plus fort encore. C'est plus fort parce que avec probablement un design un peu plus fin, probablement un peu plus léger, il arrive quand même à proposer la même expérience autonomie et donc c'est un mobile efficace. Efficace en usage. Différent de l'efficacité pendant la charge. Ok, donc on voit qu'il y a l'autonomie, il y a la charge et il y a l'efficacité qui sont les 3 critères. Comment est-ce que tu les différencies? Parce que là, tu vois, tu me dis, là j'ai quand même 3 points essentiels. Vous arrivez à me relire? Je sais que j'écris mal, hein, mais je suis sympa. Donc autonomie, charge, efficacité. C'est quoi le plus important dans votre score global? Alors ça reste l'autonomie. Et l'autonomie, il a un poids de 3. Ok, 3. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le plus important parce que de toute façon, il y a encore beaucoup de gens qui chargent le téléphone pendant la nuit. Donc bon, le temps de charge, c'est pas bien. C'est pas terrible. Donc ça reste l'autonomie, hein, le plus important. La charge, avec toutes les charges rapides qui arrivent, bah, finalement les habitudes changent. Et puis, quel que soit son rituel de charge, il y a un moment où on va être à court de batterie et on va être content de pouvoir compter sur une bonne autonomie. Donc lui, la charge, il a un poids de 2. 2, je mets le 2 et je l'entoure. Voilà. Notez-vous aussi, 2 et entouré. Alors efficacité, bon, efficacité, c'est pas quelque chose qu'on expérience, c'est pas quelque chose qu'on vit. Est-ce que ça consomme beaucoup de remplir ma batterie? Est-ce qu'il a besoin d'avoir une grosse batterie pour proposer une bonne autonomie? On le sent pas trop, mais quand même, il y a un poids de 1. Et pourquoi c'est important pour DxOMark? Pour 3 raisons. La première raison, c'est comme on le disait tout à l'heure, avec une petite batterie, si tu arrives à proposer une meilleure autonomie, une bonne autonomie, le bonus immédiat pour l'utilisateur, c'est qu'il a un téléphone plus fin, il a un téléphone plus léger, et voilà, c'est un truc visible quand même. Le deuxième argument et la deuxième raison pour laquelle c'est important pour nous l'efficacité, c'est qu'en fait, un mobile qui est efficace, il a probablement des bons composants, il a probablement une intégration hardware qui a été bien faite, bien pensée, il a probablement un software qui a été bien optimisé. Donc en fait, ce score d'efficacité, c'est un peu un score de la qualité qui a été mise dans la fabrication de ce téléphone. Le dernier argument, bien, si tu consommes moins, si tu dures plus longtemps, en fait, c'est un peu un mobile qui est sympa pour la planète. C'est le côté écolo, donc c'est aussi important pour nous. Ok, donne-moi un exemple de smartphone efficace. Alors, les plus efficaces sont les smartphones où il y a le moins d'efforts à faire de la part du fabricant. L'intégration sont les 2 iPhones que j'ai mesurés. Ce sont les 2 mobiles les plus efficaces. Alors, je dis qu'il y a moins d'efforts côté Apple, ça reste des efforts, mais ils ont développé eux-mêmes le chipset, ils ont développé eux-mêmes l'OS, ils ont développé eux-mêmes la plupart des applications qui sont embarquées. C'est suroptimisé. C'est forcément suroptimisé. L'iPhone 12 mini, il tient 2 jours en usage modéré et il a une batterie de 2227 mAh. On n'avait pas vu ça depuis plusieurs années dans le monde Android. C'est dire, c'est dire. Ok, voilà. Donc ça c'est hyper efficace. Donc là, ça veut dire que lui, il a un super score. Il a une bonne autonomie. C'est ça. La charge, elle est correcte. C'est ça. Mais il est hyper efficace. C'est ça, exactement. Et il est dans notre top score. C'est l'iPhone 12 Pro Max qui était 4e au lancement de notre protocole, qui était le 4e de la base. C'est quel le numéro 1? Alors le numéro 1... Aujourd'hui, on tourne, je vous le dis tout de suite, on est le 1er juillet 2021. Voilà, donc si vous arrivez du futur, il faut nous resituer un petit peu. D'accord, donc c'est qui le top score aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le top score, c'est un mobile Samsung, le M51. C'est un mobile qui a été construit avec une batterie de mammouth qui propose une autonomie incroyable. Il a une charge qui est très efficace et il a une efficacité globale qui est... C'est un mobile bien fait. Et il est bon sur tous les critères et ça lui permet d'être notre top score. Trop cool. Ok, génial. Voilà. Tu as autre chose à rajouter ou pas? Je crois qu'on a tout dit sur la réalisation de notre protocole. Bien sûr, on a un score global qui résume tout ce monde-là. La note totale. La note totale. Ce qu'on appelle les totaux. C'est ça. Mais on est aussi capable de proposer des informations très claires aux clients parce qu'on a un score, ça permet de comparer les devices. Mais on a aussi, dans les revues, il faut aller voir sur le site dxomark.com, on retranscrit aussi les autonomies qu'on peut espérer avec le smartphone en fonction de son usage, léger, modéré ou intense. On va savoir directement quelle est l'autonomie qu'on peut espérer avec chacun des modèles que nous avons testés. Et on a aussi les temps de charge qui sont tout simples mais qui nous permettent de savoir en combien de temps je peux récupérer 80% de ma charge, combien de temps pour finir de charger le téléphone en entier et combien je récupère au bout de 30 minutes. Ok, voilà. Ça me va, ça me plaît, bravo. Bon, bah pendant que j'efface, hein, voilà. Parce que j'écris mal, je vais pas le laisser ça ici. Vous voulez pas le garder? Non, ça va, on connaît bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, comme ça, vous savez comment DxOMark fabrique ses protocoles de test. Vous avez compris, ça c'est plutôt intéressant. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Mais merci à toi Aurélien, c'était très agréable. Bah merci, c'était aussi très agréable. À vous de me dire vous ce que vous en pensez parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Et en fait, moi je vous invite à venir découvrir un protocole de test, pas parce qu'il y a les protocoles de test, on s'en fiche un petit peu, mais comprendre la note globale, la note finale. Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe et comment on teste? Et c'est ça qui est vachement intéressant, réussir à sortir ces 3 éléments, l'autonomie, la charge, l'efficacité. Maintenant, dites-moi vous, votre smartphone, en bas, en commentaire, c'est lequel? Est-ce que vous pensez qu'il est bon en charge? Est-ce que vous pensez qu'il a une bonne autonomie? Et est-ce que vous pensez qu'il est efficace? Vous le marquez en bas et maintenant vous allez voir sur le site de DxOMark,
Vous allez voir le résultat, vous verrez si vous êtes dans le vrai ou pas du tout. Allez, sur ce, des bisous masqués, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.